L'annonce de maladie grave à un patient apparaît comme l'une des situations dans lesquelles la parole humaine porte tout son poids. Elle est difficile à prononcer, plus encore à entendre. Elle est cette situation dans laquelle quelqu'un, le soignant, doit dire ce qu'il ne voudrait ne jamais avoir à dire à quiconque. Il doit le dire à quelqu'un, le patient, qui voudrait ne jamais avoir à entendre une telle chose. Même si l'annonce peut aussi apporter parfois une forme de soulagement après une longue attente dans l'incertitude. La parole y semble à la fois interdite et pourtant nécessaire, prise dans un paradoxe où elle est à la fois indispensable et impossible. Elle rejoint la protestation contre l'injustice, comme le formulait par la parole encore pourtant Burke dans son discours devant le Parlement anglais pour dénoncer les exactions anglaises en Inde. Un événement s'est produit sur lequel il est difficile de parler et impossible de se taire. Je suis allée au rendez-vous ce vendredi après-midi. On m'a donné les résultats de ma biopsie en vérifiant l'état de mon sein, un peu bleu suite au prélèvement. Le radiologue avait du mal à me dire. Il tournait autour de sa phrase, je voyais bien. Il y a des cellules anormales. Oui, c'est un cancer. Allez voir votre médecin, il va vous expliquer. Il était 17h. Mes filles rentraient pour le week-end. Je devais faire mes courses. Ma gynécologue m'avait dit de passer. Gentiment, elle m'a dit « Voici le numéro de téléphone, appelé de ma part, je vous ai préparé une lettre. » Je lui ai demandé « Alors c'est ça ?» Et elle a dit doucement, d'une petite voix « Oui. » J'ai appelé et j'ai eu un rendez-vous 3 jours après, au mieux. Des gens très gentils. N'empêche, cancer. Cancer. Que faire d'autre qu'aller sur Internet? Mes enfants. Comment cacher à ces enfants un vendredi soir que vous avez un souci majeur? Ils posent des questions, ils en ont l'âge. C'est quoi, disent-ils? Un cancer. Que puis-je répondre d'autre? Qu'importe que cela ne soit pas palpable, que cela soit découvert sur une échographie, que personne n'ait eu cela dans notre famille. Les enfants se dispersent dans leur chambre, je me mets à pleurer et je me vois déjà à l'article de la mort. Mon mari est là, désolé et perplexe. 3 jours à attendre. Et ensuite, bon, un cancer du sein, ok. Et alors, Internet regorge de renseignements, de quoi tomber vraiment malade. Les enfants reviennent après avoir tout épluché. Tu sais, maman, cela peut être grave, peut-être qu'il y en a-t-il partout. Avec le cancer, ça peut aller ailleurs. Qui va donc leur dire que cela arrive chaque jour? Qui va leur prendre la main et les rassurer d'abord et avant tout sur les mots utilisés, leur signification? 3 longues journées passent avant de pouvoir tout étaler. Tu meurs, invasif, infiltrant, envahi, négatif qui veut dire rassurant, positif
qui est mauvais, métastatique, lu sur le compte-rendu de l'examen du laboratoire, processus expansif, et vous voulez que je sois rassurée? Enfin vient l'entretien et un début de sérénité. Pas palpable, bon pronostic, pas très agressif, se soigne bien, peut même guérir. Alors pourquoi 3 jours d'enfer? Pourquoi pas d'explication tout de suite? Pourquoi le médecin vous dira? Pourquoi pas de moyen de parler avec des gens qui savent? Pourquoi ne penser qu'au mot cancer qui veut dire catastrophe? Voilà ce que les pouvoirs publics veulent éviter. L'annonce ratée qui va plomber des mois de vécu hasardeux. L'annonce qui n'en est pas une. Celle qui va faire pleurer les enfants. Allez leur dire après que leur mère va guérir. Allez leur expliquer que cela n'est qu'un mauvais moment. Quand le médecin m'a dit que j'avais un cancer invasif avec métastase, je me sentais comme si j'avais perdu le contrôle de mon corps. J'étais donc impuissante. Ma vie était dans les mains de gens que je ne connaissais pas. J'ai dit au staff médical qui m'avait en charge, « Vous faites tout ce que vous voulez, mais je ne veux ni avoir mal, ni mourir. » Je trouvais aussi que le moment de tomber malade était mal choisi. J'étais en train de boucler mon mémoire de master dans une école de commerce que je suivais en parallèle à mon travail. J'étais retournée à l'école parce que je pensais que j'allais progresser dans la société. Et au contraire, j'ai dû tout arrêter pour me faire soigner. Avec mon mari, on parlait enfant. Après, on parlait chance de survie. Je me suis ensuite demandé si ce n'était pas un cauchemar, et passé ce moment de choc, j'ai cherché à analyser tout ce que j'avais pu faire de nocif pour en arriver là. Et pourtant, j'avais toujours eu un style de vie sain, et j'étais rarement malade. Actuellement, je cherche à déculpabiliser d'avoir eu un cancer, mais je n'y arrive pas forcément. Petit recueil des meilleurs propos. Pourquoi t'as des trous sur ton crâne? T'as dû utiliser un déodorant au parabène. Pourquoi tu n'as pas maigri avec la chimiothérapie? Pourquoi tu ne fais pas de mammographie régulière? T'as eu un cancer du sein parce que ton groupe sanguin est au plus. Je vais prier pour toi. J'espère que maintenant, avec ton cancer, tu mangeras plus de légumes. Mon voisin, qui avait un vrai cancer, pas celui du sein qui guérit toujours, est mort. Désolée, je ne t'appelle pas parce que quand je pense à toi, je pleure ou je sais pas quoi dire, c'est pas gai. Je suis très émue par ce qui vous arrive. Ma sœur aussi a eu un cancer à ton âge et elle est morte. J'ai trop de la chance, t'imagines. J'ai passé une mammographie et moi j'ai pas de cancer. Pourquoi vous suivez un essai clinique? Votre chimiothérapie n'a pas marché? Vous n'avez pas guéri? La dame du laboratoire d'analyse. Tu te plains afin que ton mari te dise plus. Ne t'approche pas de mon bébé. Il n'a que 2 semaines. Il peut attraper des maladies. Mais sinon, ça a été pris à temps. Sous-entendu, tu vas mourir. Dispositif d'annonce. Sidération. Tremblement de terre. Séisme. Tsunami. Mastectomie, tumorectomie du sein, exérèse du ganglion sentinelle, tumeur, douleur, émotion, cheveux, prothèses, abattement, fatigue, démotivation, repli sur soi, processus d'acceptation.
On avait dîné ensemble, dans un resto qu'il connaissait bien, rue Servandoni, près du Luxembourg. Il venait de quitter la femme avec qui il vivait depuis quelques mois. Au cours du repas, je lui ai dit « J'aimerais vous emmener à Venise. » Mais, ajouté aussitôt, je ne peux pas, en ce moment parce que j'ai un cancer du sein, je vais être opérée la semaine prochaine à l'Institut Curie. Il n'a manifesté aucun des signes. Une imperceptible rétractation, un figement, par lesquels même les gens les plus éduqués ou maîtrisés laissaient passer malgré eux leur épouvante quand je leur annonçais que j'avais un cancer. Il a seulement montré du trouble. Au moment où je lui ai révélé que ma nouvelle coiffure, sur laquelle il m'avait beaucoup complimenté, était une perruque. Je n'avais plus de cheveux à cause de la chimiothérapie. Il était sans doute déçu, mortifié de découvrir que l'objet de son admiration était un postiche. Après le dîner, nous sommes allés dans un bar de nuit désert de la rue de Condé, avec un grand Bouddha à l'entrée. À un moment, aussi brutalement que je lui avais avoué mon cancer, il m'a dit « J'ai une proposition honnête à vous faire. Venez passer la nuit avec moi dans ma chambre à l'hôtel. » J'ai refusé parce que j'avais rendez-vous avec l'anesthésiste le lendemain matin. À la place, je lui ai offert de venir chez moi. En sortant, nous avons mis une pièce dans la vasque au pied du Bouddha. Dans le lit, je n'ai pas enlevé ma perruque. Je ne voulais pas qu'il voie mon crâne chaud. Sous l'effet de la chimiothérapie, mon pubis l'était aussi. J'avais près de l'aisselle une sorte de capsule de bière saillant sous la peau, le cathéter, qu'on m'avait installé au début du traitement. Le cathéter central, ou chambre, consiste en un fin tuyau de plastique enfoncé sous la clavicule jusque dans la veine jugulaire, relié à un réservoir implanté sous la peau, complexe à chaque chimio, pour introduire les substances qui détruisent les cellules malignes. Par la suite, il m'avouera qu'il avait été surpris devant mon sexe nu de petite fille. Il n'avait jamais entendu parler de cette conséquence de la chimio. Mais qui en parle? Moi aussi, je l'avais ignoré jusqu'à ce que cela m'arrive. Il ne s'est pas aperçu ce soir-là que je n'avais pas non plus de cils ni de sourcils, absence qui me donnait pourtant un regard étrange de poupée en cire. À un moment, fixant ma poitrine, il m'a demandé si c'était le sein gauche. J'étais étonnée. Le droit était visiblement plus gonflé que le gauche à cause de la tumeur. Sans doute ne pouvait-il pas imaginer que le plus beau des deux était justement celui qui renfermait le cancer. Mon séjour à l'Institut Curie pour l'intervention chirurgicale, 6 jours plus tard, a été d'une grande douceur. On m'avait enlevé la tumeur et les ganglions. L'analyse des tissus retirés permettrait de dire s'il fallait procéder ultérieurement à l'ablation entière du sein. M passait des heures enlacées à moi. Dans le sourire des infirmières et des aides-soignantes, on lisait de l'approbation. Le samedi, il a neigé. Je voyais du lit les toits blancs. J'entendais la rumeur des manifs contre la guerre en Irak provenant du boulevard Saint-Michel. Et toujours dans le couloir retentissait régulièrement la note claire de l'ascenseur s'arrêtant à l'étage. Dans mon journal, j'ai écrit que je me sentais infiniment heureuse. À cause de mon corps entièrement lisse, il m'appelait sa femme sirène. Le cathéter, avec son excroissance sur ma poitrine, est devenu un os surnuméraire.
photo a été prise, j'ai le sein droit et le sillon mammaire brûlé par le cobalt avec des croix bleues et des traits rouges dessinés sur la peau pour déterminer précisément la zone et les points à irradier. En même temps, il m'a été prescrit un protocole de chimiothérapie post-opératoire différent du précédent. Et toutes les 3 semaines, je dois porter durant 5 jours d'affilée, même la nuit, une espèce de harnachement. J'ai, autour de la taille, une ceinture et un sac banane renfermant une bouteille de plastique en forme de biberon qui contient les produits de chimio. De la bouteille part un mince cordon de plastique transparent qui me monte entre les seins, jusque dans la clavicule, s'achève par une aiguille plantée dans le cathéter, masquée par un pansement. Des bouts de sparadrap maintiennent le cordon contre la peau, dont la chaleur fait monter et s'écouler les produits dans mes veines. À cause du sac devant mon ventre, je ne peux pas fermer ma veste ou mon manteau, et j'ai du mal à cacher le fil qui sort et passe sous mon pull. Quand je suis nue, avec ma ceinture de cuir, ma fiole toxique, mes marquages de toutes les couleurs et le fil coulant sur mon torse, je ressemble à une créature extraterrestre. Pendant des mois, mon corps a été un théâtre d'opérations violentes. Lors des séances de chimio, je le comparais avec amusement à un lave-vaisselle auquel la durée du programme, entre 1 heure et 1h30, l'introduction à la fin d'un produit de rinçage font immanquablement penser. Il n'a pas cessé non plus de se modifier. Calvitie et dépilation intégrale, cicatrices et dans les semaines suivantes de l'opération, au creux de l'aisselle, une espèce de grosse orange remplie de lymphe qui me forçait de tenir le bras écarté du buste. Puis repousse de cheveux fins et frisés, de poils, comme une fillette prépubère. Mon odorat est devenu extrêmement sensible. Je détectais à distance toutes les odeurs, même les plus imperceptibles habituellement. Elles étaient comme palpables. C'était une découverte et cela me plaisait de sentir le monde comme une chienne. Un jour, à l'hospice Y, d'où j'étais allée voir ma dernière tante, il m'a semblé que je voyais l'odeur de nourriture, de rance, d'urine, déposée en une couche cireuse sur les visages des hommes et des femmes groupés devant la télé, que j'aurais pu la toucher. Rien n'était effrayant. J'accomplissais ma tâche de cancéreuse avec application et je regardais comme une expérience tout ce qui arrivait à mon corps. Du sang coule de ma poitrine, celui de mon sein amputé, où la tumeur en sourdine était à l'aise pour s'infiltrer. Quel message porte cet ennemi dans ma chair portée et nourrie? Elle murmure en catimini. Il faut aimer, ma douce amie. M'aimer, chauve comme un vieux garçon, mutilé comme un brave guerrier. Mon âme pourrait encore rêver, mais mon corps est à l'abandon. Des larmes coulent de mon cœur, blessé par l'absence de douceur. Il
fallait ôter l'imposteur qui voulait faire mon malheur. Ces mots drainent ma souffrance et allègent pertes et douleurs. Ces mots disent l'espérance qui naît au-delà de la peur. Sale crabossin, octobre noir, un petit sirop de grenadine aujourd'hui, c'est le produit rouge pour la chimio, épirubicine, Burke. Allez, grillade aujourd'hui, c'est radiothérapie. Colère, tristesse, peur, pleurs, inquiétude pour l'avenir. Verrai-je grandir les enfants qui ont encore tellement besoin de moi? Déception de l'attitude de personnes que l'on croyait être vos amis et qui nous tournent le dos. Surprise de découvrir de nouveaux et vrais amis. Nausée, perte de cheveux, rage de vivre. Fatigue, angoisse, nausée, perte de repères, dépossession de mon corps, aller-retour à l'hôpital, soutien de mes proches, visionnage de séries télé complètes, fatigue, angoisse, nausée, perte de repères, dépossession de mon corps, aller-retour à l'hôpital, soutien de mes proches, canapé et visionnage de séries télé complètes, fatigue, angoisse, nausée, perte de repères, dépossession de mon corps, aller-retour à l'hôpital, soutien de mes proches, canapé et visionnage de séries télé complètes. Le 1er mars. Aujourd'hui, c'est dimanche. Jour 6 après la 3e cure. Moitié de fête, yes. Fini les nausées, mais toujours une douleur à l'estomac. Reste de la chimio ou stress qui me ronge. J'étais seule ce week-end. C'était cool. Ciné et McDo. Je le regretterai peut-être. Il y a de beaux projets. Week-end à Bruxelles, week-end dans les Vosges. Mais malgré ça, envie de pleurer. Pourquoi? Impossible de le dire. C'est pour ça que j'écris. Pas mal de questions en ce moment. Le boulot? Trop peur de le perdre. Je ferai quoi sinon? En plus, ça me manque. Envie de bosser, de voir les collègues, d'avoir une vie sociale. Envie d'une vie normale. Pas rythmée par la chimio toutes les 3 semaines. Envie de pouvoir faire un bébé. Avec tous ceux qui arrivent autour de moi, dur de ne pas y penser et de ne pas être un peu jalouse. Et je déteste ça, être jalouse. Marre de ne pas savoir où je vais. Peur de la suite. Eh oui, changement de produit. Marre d'être fatiguée et de mal dormir. Envahi que Mani me rentre et qu'il me serre dans ses bras. Pas envie d'aller me coucher seule. Pourquoi j'arrive pas à pleurer? Pourquoi mon corps m'appartient plus? Je ne maîtrise plus rien. Ça y est, je pleure. Un peu. Mais pourquoi? Je sais pas. Trop de choses en ce moment. Comment distinguer la peur, la colère, la tristesse, la jalousie, le ras-le-bol, la culpabilité? Je viens de relire ce que j'ai écrit il y a 3 semaines. C'est encore vrai pour la plupart, mais pas la même émotion en le lisant. Suis-je anesthésiée? C'est normal? Je sais pas. Je sais rien.
Ça suffit pour aujourd'hui. Je vais aller me coucher, en espérant dormir. Le 12 mars, jour 17 de la 3e cure. Cette date, on la connaît, c'est celle où les cheveux recommencent à tomber. J'ai peur. C'est de plus en plus dur de se coiffer. Je feinte avec un petit headband fait maison, mais j'appréhende le shampoing de demain. Sinon, je dois être en pleine ovulation. Envie de faire l'amour, plus. J'ai tenté une approche hier, mais c'est un échec. J'espère que Manu m'aime toujours et qu'il me désire encore. Peur de plus l'attirer avec mes kilos, mes cicatrices et mes trous sur la tête. Qu'est-ce que ce sera quand j'aurai plus de cheveux? Il dit qu'il m'aime pour toujours et je voudrais le croire. Pas mal stressée pour la semaine prochaine. Et oui, changement de produit. Je sais pas du tout où je vais. Pas du tout envie d'y aller. Pas du tout envie d'y être. Dès que je pense chimio, j'ai envie de vomir. C'est un truc de fou, c'est impressionnant le pouvoir de ce monde. Sinon, j'ai vu Noé hier. Trop mignon ce bébé. À la fois très contente pour Lucie et très triste pour moi. Je suis pas prête de connaître ça. D'avoir mon bébé. Encore 2 ans à attendre. C'est long. C'est pas juste. J'espère que Manu sera capable d'attendre ce temps-là et qu'il se lassera pas. Sinon, en écoutant Radio Curie, je découvre pas mal de choses qui m'attendent avec l'hormonothérapie. Rien de réjouissant. C'est pas fini cette galère. Peur de tout ça. Mais bon, j'essaie de pas y penser trop et de vivre un peu au jour le jour. Pas ça. C'est pas vraiment moi, ça. Il faut apprendre tous les jours. Il faut apprendre tous les jours. Assise sur mon petit tabouret, je laisse se déposer mes tensions et regarde s'envoler mes regrets. Le silence évince les questions et la douceur efface mes douleurs. L'inquiétude laisse place au calme. Dans mon cœur rejaillit cette flamme, promesse de petit et de grand bonheur. Mon petit espace devient immense. La souffrance fait place à l'espérance. Je sens cette force qui se lève en moi, tel un nectar au parfum d'essentiel. Une paix qui me porte à la joie.
Dispositif d'annonce, sidération, tremblement de terre, séisme, tsunami, mastectomie, tumorectomie du sein, exérèse du ganglion sentinelle, tumeur, douleur, émotion, cheveux, prothèse, abattement, fatigue, démotivation, repli sur soi, processus d'acceptation. Booster le moral, acceptation, image de soi, reconstruction, renaissance, force intérieure, retrouver confiance en soi, défi, se battre, énergie, dynamisme, courage, estime de soi, dépassement de soi, ouverture, solidarité, se donner le droit d'être fatigué et de craquer si besoin. Nouvelle vie, doute, peur, hypochondriaque, profiter, reconstruire différemment, engagement associatif, belle rencontre, booster le moral, acceptation, image de soi, reconstruction, renaissance, force intérieure, retrouver confiance en soi, défi, se battre, énergie, dynamisme, courage, estime de soi, dépassement de soi, ouverture, solidarité, se donner le droit d'être fatigué et de craquer si besoin. Nouvelle vie, doute, peur, hypochondriaque, profiter, reconstruire différemment, engagement associatif, belle rencontre. Le 6 janvier. Et oui, une nouvelle année est arrivée, mais je suis toujours en train d'écrire dans ce cahier. Certaines choses vont mieux, reprise du boulot, sport, cycle en cours de réapparition. Mais d'autres ne sont toujours pas réglées. Papa, papy, mamie et mamie, le désir de bébé, de retrouver vraiment Manu. Pour cette année, je veux la santé, pour moi et tout ce que j'aime. Je ne veux pas aller à un enterrement de toute l'année. Je ne veux pas trop de bébés dans mon entourage, s'il vous plaît, pas trop de bébés. Je veux que la situation s'arrange entre ma sœur et ma mère. Je veux être heureuse et insouciante. Je veux une vie normale. Je veux être heureuse et insouciante. Je veux une vie normale. À quel moment ai-je cessé de penser et de dire « j'ai un cancer » pour « j'ai eu un cancer ». Sensation d'être entre les deux encore, dans une zone incertaine, puisque à tout moment je peux repasser du second état dans le premier, que mon cancer est remis. Mais si je mesure la réalité du cancer à l'indifférence que j'éprouvais l'année dernière à l'égard de ce qui intéresse la majorité des gens, à mon éloignement alors des événements du monde et son irréalité à la colère que ceci éveille de nouveau en moi, aux préoccupations plus ou moins futiles qui sont à nouveau les miennes, à l'étendue d'avenir que je me donne en prenant par exemple une garantie de 5 ans pour un lave-vaisselle. Je peux dire j'ai eu. Pendant des mois, mon corps a été investigué et photographié des quantités de fois sous toutes les coutures et par toutes les techniques existantes. Je me rends compte maintenant que je n'ai vu ni voulu voir quoi que ce soit du dedans de mon squelette et de mes organes. Je devais me demander à chaque examen ce qu'on allait trouver de plus. On m'a enlevé le cathéter en avril dernier. Je l'ai porté en moi durant 1 an et demi, devenu à la longue une espèce de bijou, incrusté sous la peau, près de l'épaule. J'ai dit au médecin de me le donner, que je voulais le garder. C'était la première fois qu'on lui faisait une telle requête. Il a ri, en souvenir. J'ai conservé aussi la perruque.
en la voyant dernièrement au fond d'une commode, j'ai pensé que je n'aurais peut-être plus jamais l'occasion de sentir aussi fort et dans le même moment que je suis mortelle et que je suis vivante. Je ne supporte plus les romans avec des personnages fictifs atteints d'un cancer, ni les films. Par quelle inconscience des auteurs osent-ils inventer cela? Tout m'est paru faux, jusqu'au risible. Je nous revois, un dimanche de février, 15 jours après mon opération à Trouville. Nous sommes restés tout l'après-midi sur le lit. Il faisait un froid glacial et lumineux. Le soir est descendu, mauve. J'étais accroupie sur M, sa tête entre mes cuisses, comme s'il sortait de mon ventre. J'ai pensé à ce moment-là qu'il aurait fallu une photo. J'avais le titre. Naissance. Il a tourné sa vie dans tous les sens pour savoir si ça avait un sens, l'existence. Il a demandé leur avis à des tas de gens ravis de donner leur avis sur la vie.